Bonjour, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons avec Léonore Kefelec pour la 2e édition de notre podcast littéraire Pages Vives. Aujourd'hui, notre invité est Dominique Fabre, écrivain, et ce podcast sera l'occasion de rendre un hommage à l'éditrice Elisabeth Samama qui nous a quittés il y a quelques temps. Donc c'est un podcast que nous avons créé et que nous animons avec Léonore. Et en fait, ce podcast a pour objectif de donner la parole à celles et ceux qui font vivre les mots et les livres. Donc on aura un spectre très très large d'invités. On pourra aller d'auteurs jusqu'à des éditeurs, des traducteurs, des influenceurs et des auteurs toujours confondus, donc romans, poésie, théâtre, etc. Donc je vais laisser la parole maintenant à Léonore qui va donc nous présenter notre invité du jour et nous présenter aussi le contenu de l'émission et de l'hommage qui va être rendu à Elisabeth Samama. Bonjour Dominique, merci beaucoup d'être venu. Bonjour. Je vous ai invité, c'est parce que vous étiez un des auteurs phares d'Elisabeth et c'est aussi pour rendre hommage à Elisabeth Samama qui était une immense éditrice. Ce que je voulais dire sur Elisabeth... Je suis très émue parce que c'est une femme que j'aimais beaucoup et c'était aussi un être magique dans le sens où elle aimait tellement les mots, les gens, qu'elle réussissait à faire en sorte que ses auteurs se dépassent. Et voilà, c'était une femme discrète, une figure essentielle, farouchement allergique aux projecteurs aussi, puisqu'elle n'allait pas forcément au prix de la closerie et pourtant, elle était essentielle dans le monde du livre. Elle a façonné quand même plus de 600 livres au cours de sa carrière, chez Fayard, Julliard, Le Seuil, avant de créer sa propre agence indépendante d'édition. Et son approche, je dirais, tient de la chirurgie de précision. Comme elle disait, elle est armée d'une ferme bienveillance. Elle traque le mot de trop, déplace une virgule, allège les phrases pour faire enfin éclater la vraie voix de l'auteur. Au-delà du texte, c'est une professeure adorée aussi, puisqu'elle était prof à l'école Diagonale, et ses élèves l'adoraient. Elle leur a inoculé aussi une manière d'habiter la littérature, de regarder le monde avec une insolente liberté. Elle leur a même fait écrire à travers des ateliers d'écriture un livre aussi. Et sa relation avec l'écrivain Dominique Fabre reste le modèle absolu de la fidélité littéraire. Depuis plus de 30 ans, elle est sa première lectrice, sa boussole, son gilet de sauvetage moral. Est-ce que je me trompe, Dominique ? Non, c'est un peu ça, en effet, oui. Elle a été très importante pour moi, oui. Et si votre œuvre dépeint avec tant de délicatesse les solitudes urbaines, les amitiés fragiles, c'est qu'elle bénéficie de ce regard inflexible aussi. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, son absence physique laisse un vide. Et moi, j'en viens sérieusement à chercher une table de Ouija pour lui demander des conseils littéraires dans l'au-delà. Il me manque et elle nous manque. Et voilà, Elisabeth, on est là. On vient de parler d'Elisabeth et de votre rapport à elle. Et votre œuvre explore magnifiquement les lisières urbaines, les solitudes, les banlieues. Et je me demandais, est-ce qu'il y a un moment précis de votre jeunesse, un paysage ou une lecture, quelque chose qui vous a fait dire que vous devez écrire ? En fait, il y a plusieurs livres qui m'ont fait penser que c'était quand même super, la littérature. J'ai eu mes premiers chocs, c'était Henri Troyat, j'étais au collège. Et puis, beaucoup plus tard, j'ai découvert Emmanuel Bove, qui m'a beaucoup marqué, et Henri Calais. C'est deux auteurs qui sont juste avant le nouveau roman, donc ils ont un peu souffert mais on les redécouvre tous les 20 ans, on redécouvre Bove, Calais, et ça m'a beaucoup marqué, mais en fait j'aime tellement les livres, comme tout le monde, que à chaque fois je me dis, ah ça c'est merveilleux, puis j'en découvre d'autres, donc il n'y a pas tellement, avec le temps c'est un ensemble de livres, c'est beaucoup de livres quoi. J'étais plus Céline que Proust, et maintenant c'est plutôt le contraire, je lirais plus Proust que Céline, mais j'ai beaucoup lu, comme beaucoup d'auteurs ou de passionnés de livres, j'ai lu, à une époque, je lisais tout ce qui me tombait sous la main, quoi. Donc il y a beaucoup de choses. Pour faire le lien avec Elisabeth, il n'y a pas très longtemps, on parlait de poésie, et moi j'adore T.S. Eliot, elle m'a dit, mais c'est mon poète préféré.
Ça m'avait beaucoup frappé parce que quand Elisabeth, elle était pleine de vie, et T.S. Eliot, c'est quand même un américain devenu anglais exprès pour être encore plus rigide. Et donc elle avait aussi des goûts pour la poésie. Et puis je pense que j'aime beaucoup la nouvelle. Et elle si on veut faire des liens, elle a été chez Julliard, elle publiait surtout de la nouvelle, je crois. Hein. Et il y a quelque chose aussi dont je me suis rendu compte, c'est qu'elle aimait le même Paris que moi. C'est-à-dire qu'elle me disait « dans ton livre, c'est vraiment Saint-Lazare » ou « c'est vraiment… » etc. On connaissait le même Paris, et c'est pas si fréquent. Elle, c'était le 18e, je pense, son enfance, le 9e, le 18e, un peu le 15e. Moi, c'était la banlieue et le Paris, Saint-Lazare, etc. Place Clichy, etc. Et c'était un lien qu'on avait, un truc qui se sent, qui ne s'explique pas, qu'on partage qui se partage à milliers de personnes, hein, finalement, mais voilà. Et vous aimez bien André Breton, par exemple Alors, j'aime certains trucs. J'aime pas tout de André Breton. Je trouve qu'il était un petit peu poseur. Mais j'aime beaucoup Nadia. Son Nadia, oui, voilà. Nadia, c'est un truc fantastique. Il y a un livre de Queneau qui s'appelle Odile, qui raconte les surréalistes de façon très critique et très amusante, où il en prend pour son grade le Breton en question. Et Elisabeth, elle avait lu ça, on en avait parlé, je me souviens de Odile, elle avait lu, ça l'avait fait marrer. C'est un très bon livre, c'est un très drôle. Très drôle. Vous parliez de nouvelles tout à l'heure et d'un goût prononcé pour la nouvelle. Quels seraient les auteurs que vous pourriez citer qui vous ont marqué dans l'écriture de nouvelles? Il y en a beaucoup. Alors j'aime beaucoup un écrivain américain qui s'appelle John Cheever. Et j'ai été aux États-Unis quand j'étais jeune et j'allais à la bibliothèque de Santa Monica et j'ai tout dévoré de Charles Bukowski qui est très très, qui est pas du tout grossier, qui écrit une langue très très pure. Alors il y a des gros mots, c'est vrai, mais qui a été un petit peu par la traduction, je trouve un petit peu rendu ce qu'il n'est pas. Et puis sinon, John Cheever, c'est vraiment un maître. Après, il y a Carver, qui est une sorte d'élève. John Cheever, c'est avant. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un styliste indépassable. Et puis, il y en a des tas que je ne connais pas. Il y a les Russes, enfin, ils sont formidables. Il y a tout ça. Enfin, ce qui est bien dans les livres, c'est qu'il y a tellement de... Il y en a tellement qu'on trouve toujours chaussure à son pied, quoi. Et au début des années 2000, vous avez rencontré Elisabeth, vous publiez déjà. Et est-ce que vous vous souvenez de votre premier échange autour de votre manuscrit? Oui, je me rends compte de ça. C'est-à-dire qu'elle arrive et je publiais mon premier livre chez Fayard parce qu'il m'avait appelé, Claude Durand m'avait appelé. Et elle était dans une humeur de chiotte, vraiment. Je me suis dit, celle-là, pour qui elle se prend? Elle était super en colère, je ne sais pas pourquoi. Et puis après, elle est devenue très gentille, on s'est très bien entendu, mais je me souviens qu'elle était dans un état de fureur. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Pour qui elle se prend? Je me souviens très bien, je me dis, mais ils sont fous, ces gens de l'édition, pour qui ils se prennent, là, ces espèces de... Et en fait, elle était adorable, mais... Il est vrai que parfois, elle piquait des grosses colères. Ça, oui, ça pouvait lui arriver. Voilà, mais elle était entière. Elle était entière et surtout, elle était très humaine et elle n'avait pas de jugement de classe. Alors, je sais que c'est un langage un peu vieillot, où on en parle, voilà. Et elle aimait vraiment les gens. Je crois qu'elle était ouverte aux livres et aux gens. Et elle était intéressée, Puis elle était chaleureuse. C'est très important, c'est une qualité quand même d'être vraiment chaleureux sans calcul. Sincère, oui. Voilà, elle était sincère, elle était entière, ça c'est vrai. Mais je me souviens, j'y pensais en venant, le premier souvenir que j'ai d'elle, c'est que je me disais, mais putain, mais c'est quoi cette nana? Elle était dans un état de fureur pour je ne sais pas quelle raison. Et je trouvais que c'était spécialement désagréable. Je me sentais un petit peu dans mes petits souliers, quoi. Voilà. Comme je disais en introduction, elle parlait souvent de la ferme bienveillance avec ses auteurs. Donc c'est un peu ce que vous venez de dire. Et... y a-t-il une remarque ou une coupe qui vous a sauvé ou transformé un de vos romans Alors en fait, c'est pour un titre, oui. J'avais trouvé un titre que je trouvais vachement bien, qui s'appelait
histoire d'une disparition. Elle m'a dit ça, c'est n'importe quoi. Et elle m'a dit, faut trouver un autre truc. Et on a pris la première phrase du livre qui s'appelait La serveuse était nouvelle. Mm-hmm. Et puis sinon, elle me corrigeait pas beaucoup. Elle me disait, toi, c'est pratique parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Mais parfois, elle me disait, en fait, je me sens un petit peu orphelin finalement parce que ça a été ma première lectrice, même quand c'est pas elle qui me publiait. Mmh. Et j'attendais son avis parce que bon, elle était toujours très dithyrambique, mais elle me disait les choses que j'avais besoin d'entendre aussi très gentiment, et ça m'aidait beaucoup. Et je sentais que, à tort ou à raison, parce que je n'étais pas le seul, hein, évidemment, mais qu'elle le comprenait de l'intérieur, elle savait des choses. Donc ça m'aidait beaucoup, surtout que ça me donnait... ça vous encourage. C'était la première lectrice, vraiment. Et là, on devait se revoir, voilà, bon, sur un truc, et voilà quoi. Ouais. Oui, c'est vrai qu'elle est partie vraiment précipitamment. Ouais, c'était tellement pleine de vie qu'on se dit, mais c'est pas... On sait que ça arrive, mais non, enfin, oui, mais non, quoi, voilà. Bah oui, par exemple, Jean-Pierre Perrin me disait que la semaine d'avant, il déjeunait avec elle, qu'elle était... Voilà, et moi, je devais la voir la semaine, on devait boire au Dunkerque un coup, là, près de chez elle, et voilà, bon, c'est comme ça. C'est comme ça, mais au moins, elle est toujours là. Enfin, oui, et puis je pense qu'elle a été importante pour beaucoup d'auteurs, autrices, auteurs, et puis surtout, je crois qu'elle était... bon, elle a fait quand même pas mal d'éditeurs, finalement, et elle faisait elle a fait sa propre boutique, pour ainsi dire, et ça retrace aussi l'histoire de l'édition. Je crois que c'était tout sauf... c'était vraiment une éditrice qui n'était pas de l'édition sans éditeur, quoi. C'était vraiment une éditrice, voilà, et je crois que c'est aussi un monde... je dis pas qu'il disparaît, hein, mais qui est plus difficile, quoi. Vous parlez quoi, de la proximité, de l'accompagnement? L'accompagnement, et puis aussi la liberté dans les sujets, la liberté, le fait que le style la façon d'écrire reste plus important quelque part. Je pense qu'on est dans une époque où le sujet prédomine. Le sujet prédomine avec le lien à l'idéologie dominante, enfin, quelle qu'elle soit, hein, voilà. Vécu, très vécu. Voilà, c'est ça, ou les trucs de l'époque, enfin. Et elle, non, elle n'était pas là-dedans, je crois pas. Hein. Prévalait. Ouais, je crois vraiment, ouais. Et c'est pas si fréquent. Enfin, non. C'est pas si fréquent, voilà. En tout cas, de moins en moins. Puis comme elle m'avait dit, elle me disait, enfin, toute histoire est banale, en fait, on s'en fout du sujet, ce qui compte c'est la manière d'écrire. Elle me disait par exemple Roméo et Juliette, bon, c'est un homme qui aime une femme, leur famille se déteste, mais c'est la manière et toutes les trames autour et tout qui est un pilier de la littérature anglaise. Voilà, ouais. Et donc ça, elle savait, enfin, elle s'en foutait du sujet, ce qui compte c'était... Ouais. Et puis aussi, je crois que, alors les dernières années, elle était professeure en même temps de français. Mm-hmm. Elle se donnait à fond. Moi, je lui disais, mais Elisabeth, arrête un petit peu. C'est trop, quoi, c'est trop. Mais j'ai compris après que c'était pour elle ce goût de la transmission qui passait dans les livres, mais aussi dans les rapports humains, etc., qui était un truc très important pour elle. Et ça, c'est précieux, quoi. C'est quelque chose de précieux. Et elle n'était pas snob, quoi. Enfin, je veux dire, elle n'était pas sur son quant à soi du tout. Elle allait vers les gens. Elle écoutait tout le monde. Elle parlait avec tout le monde. Et je trouve que c'est important. Oui, puis même pour ces adolescents qui se souviendront d'elle dans leur étape de jeune adulte aussi aujourd'hui, dans leur construction mentale. Je crois qu'elle a joué un rôle pas très important. Elle calculait pas. Elle calculait pas ou non, elle calculait pas. Ouais, c'est très important. Elle était comme ça. C'était une personne. C'était aussi une personne, c'était pas qu'une éditrice, quoi, je veux dire ça. Enfin, on n'est tous pas que ce qu'on aime, ce qu'on fait, mais les deux, pour elle, étaient très liés, quoi.
Oui, on m'avait raconté qu'une fois, une élève était venue la voir à la fin du cours en disant « Madame, vous connaissez le cercle des poètes disparus ?» Parce que vous me faites vraiment penser aux profs dans ce livre. Et en fait, dans ce livre, oui, je crois qu'en fait, il arrive, il leur fait jeter tous leurs manuels. Oui, il fait un show. Il fait un show et il leur fait vraiment aimer la philosophie. Oui, elle était, et puis elle avait quand même, elle réussissait encore à faire publier pas mal de livres très différents. Elle s'accrochait, elle travaillait comme une folle. Moi, c'est ça qui m'inquiétait un peu pour elle. Je lui disais, Elisabeth, faut se calmer, les journées ont 24 heures, c'est bon, quoi, faut dormir aussi, quoi. Mais bon, je pense je pense que c'était une façon pour elle d'être où elle voulait être, quoi, je sais pas. Quels seraient les fils, en fait, qu'on pourrait distinguer, qu'on pourrait trouver, en fait, entre les auteurs qu'elle défendait, dont vous, bien sûr, mais ce serait quoi les quelques fils rouges Alors là, vous pouvez guider ses choix. Là, je suis vraiment incapable de répondre parce qu'elle en a publié beaucoup. Et comme tous les auteurs, on est assez sur son compte à soi. Oui. Donc, quand j'étais chez Fayard, je sais qu'elle aimait beaucoup les livres de Claire Castillon, mais les autres aussi. Enfin, je serais vraiment incapable de dire s'il y avait une ligne. Je pense qu'elle jugeait à partir du livre, selon les critères du livre, quoi. C'est-à-dire, elle voulait pas imposer quelque chose. Je suis pas capable de savoir. Quelque part, ce que vous disiez tout à l'heure sur son ouverture. Oui, je crois que. Et puis en plus, moi je l'ai connue donc chez Fayard, j'ai publié peut-être 9 livres avec elle. Et puis après, elle a vendu, pour ainsi dire, mes manuscrits à des éditeurs. Elle les plaçait, quoi, parce que je sais pas faire et je m'énerve vite. Ça m'intéresse pas. Elle savait faire, elle savait à qui, etc. Et c'est à chaque fois, elle voulait. C'est le livre, l'état. Tel livre doit être dans le meilleur état dans lequel il peut être. Voilà. Mais sinon, je peux pas dire qu'il y avait une école autour de... Non, ça, je crois pas du tout. Non, je crois pas. Claire Castillon, dont vous parlez, oui, qui va nous laisser un mot aussi tout à l'heure, qui était une des autrices d'Elisabeth et avec qui elles avaient une relation privilégiée. Et avant de passer à votre carte blanche, si vous deviez la résumer en 3 mots ou en quelques mots, lesquels choisiriez-vous ? Alors, Elisabeth, tu veux dire, elle était extrêmement vivante. Elle était... Elle était trop, de plein de façons, et puis elle était sensible. Elle était sensible, et puis surtout, c'était vraiment... alors, elle n'avait pas du tout l'allure, mais je pense que c'était vraiment le genre de dame qui pourrait passer sa vie dans une bibliothèque. Voilà, c'est ça. Et elle n'avait pas l'allure, elle était très... Voilà. Mais non, elle avait un vrai amour du livre que je sentais et qui me plaisait aussi, qui me plaisait. Et elle était extrêmement vivante, elle était drôle, elle était colérique, elle était très colérique et très drôle. Et donc, moi j'attendais, et je ne suis pas le seul évidemment, mais j'attendais avec plaisir. C'était important d'aller voir sa maman, pour moi c'était... Juste avant de passer à votre carte blanche, justement, peut-être revenir un petit peu sur vous et votre travail d'auteur. Quelles ont été vos... Enfin, vous avez parlé tout à l'heure de grandes influences, mais à quand remonte ce goût pour les mots, ce goût pour l'écriture, pour les livres ? Je crois que c'était au collège, parce que je m'emmerdais grave. Et j'avais un prof, j'étais interne, donc et j'avais un prof qui nous donnait à lire des livres. Il n'avait aucune autorité, donc etc. Mais par contre, on faisait des rédactions et il tapait à la machine les annotations. Et moi, je travaillais beaucoup mes rédactions pour avoir des longues annotations et je me disais, etc. Et j'ai découvert, j'ai fait ça. Puis à partir de
la vingtaine, j'ai écrit beaucoup, mais j'ai été publié beaucoup plus tard quand même. J'ai fait beaucoup de photos à une époque. Et puis, parce que écrire, ça me faisait un petit peu peur, quoi. Mais je pense que ça vient de l'adolescence, oui. Peur de quelle façon? C'est difficile, Oui, il y a un côté... sortir un livre, etc. Et puis après, on croit que le monde va changer, mais rien ne change, hein, sauf cas extrêmement rares, rien ne change, on continue ou pas. On continue, voilà. Donc, peu à peu, on devient écrivain. C'est-à-dire, on continue ce qu'on fait, et puis les gens vous voient comme, et donc vous êtes écrivain. Par défaut, j'allais dire, parce qu'on écrit des livres, quoi. Et grâce à elle, par exemple... Quand j'étais chez Fayard, j'étais appelé, c'était très confortable parce qu'il me donnait des avaloirs qui me permettaient de libérer un peu de temps, de continuer. Je me sentais très soutenu. Elle était toujours très très vivante, c'est comme s'il se passait des choses importantes. Alors que l'écriture, c'est un truc très très solitaire et rien ne va changer. Oui, mais c'est là que commence le partage aussi. Voilà, aucun roman ne va changer la face du monde, quoi. Mais en vérité, pour elle, elle vous faisait croire que ça peut même changer des vies parfois. Oui, ça peut changer. Ça change les vies, c'est vrai. Voilà, ça peut changer des vies de lecteurs, lectrices et puis de gens qui écrivent, quoi. Oui. Oui. Quand vous écrivez à votre bureau, dans un café ou... Non, j'écris le matin chez moi. Quand j'écris, c'est le matin chez moi, ouais, parce que j'ai pris l'habitude d'écrire tôt le matin, parce qu'avant j'avais les enfants petits et tout. Donc quand tout le monde dormait, j'étais tranquille, et puis je suis resté du matin, quoi, voilà. D'accord. Voilà, c'est ça. Ouais. On va passer à votre carte blanche. Alors, ma carte blanche, j'ai hésité beaucoup. Et finalement, c'est un livre qui s'appelle Le Passage de Jean Reverzy, qui était un écrivain lyonnais qui était médecin, qui est mort très jeune, et qui a fait ce livre qui a eu un succès fabuleux à l'époque. Et c'est l'histoire d'un médecin de Lyon qui a une vie très lassante de médecin parce qu'il a beaucoup de patients, etc. Il a un ancien ami qui habitait Tahiti, qui revient avec une Tahitienne pour mourir à Lyon. Et c'est l'histoire de la vie de ce gars. Et le passage, évidemment, c'est le passage de vie à trépas. Alors c'est un livre pas triste du tout, mais extrêmement ironique, très très profond. Il y a des personnages incroyables. Il y a un vieux militaire colonialiste, donc qui a décidé de prendre les affaires en main et qui est avec une Tahitienne beaucoup plus jeune que lui, évidemment, et qui est totalement inutile. Il y a le personnage principal, celui qui va mourir, qui s'appelle Palabo, et qui ne sait pas finir ses phrases. Donc il dit seulement la mer, la mer. C'est-à-dire Tahiti, c'est la mer, etc. Et puis il y a ce médecin, sa réflexion sur la douleur, le temps qui passe, etc. C'est un très très beau livre. Alors après, il a écrit des livres, des nouvelles, ce gars-là, très sombres, sur le thème un livre qui s'appelait Place des Angoisses, c'est à Lyon, un endroit où il y avait tous les cabinets médicaux. Donc on imagine les gens rentrent dans les cabinets médicaux avec l'angoisse qu'on leur découvre un truc grave, etc. Et j'ai choisi ce livre parce qu'il a un côté à la fois... c'est très très profond, il y a un côté très très drôle parce qu'on voit ces gens... évidemment, la Tahitienne va quitter le vieux colon à un moment donné, elle a froid, elle arrive à Lyon, elle a froid, elle comprend rien du tout, elle trouve quelqu'un pour partir avec. Et puis il y a... Mais en même temps, c'est presque comme ça revisite la vie de Palabo à Tahiti. Il y a un côté aventureux. C'est un très très beau livre, voilà. J'ai hésité beaucoup, mais celui-ci, je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, et je me suis dit, oh la vache, quand même, qu'est-ce que c'est fort, quoi.
On va le Voilà. lire. C'est un très bien. Ouais. oui, c'est un très grand, c'est un grand auteur méconnu, mais je pense que c'est souvent le cas. Donc, juste rappelez-nous comment il s'appelle. Reversi. Reversi, Ouais. d'accord. Pas Reverdi, hein. Reversi, c'est un Lyonnais. Il était médecin à Lyon, quoi, voilà. Le titre donc de Le Passage. Le Passage, très bien. Et c'est un très beau livre, ouais. Parfait. Est-ce qu'on passe au coup de cœur? Oui, donc mon coup de cœur, c'était sur Raymond Queneau, dont on a parlé tout à l'heure, parce que lorsque j'avais 8 ans, Elisabeth était éditrice chez Julliard, et je venais souvent la voir à son bureau, c'était un peu comme une caverne d'Ali Baba, et un jour, elle m'a offert Exercice de style de Raymond Queneau. Et en fait, j'ai vu qu'à travers une simple histoire d'autobus, on pouvait la raconter de 1000 manières différentes. Et elle m'a aussi, c'est ça parce qu'à l'époque, je lisais, j'étais petite, je lisais Roald Dahl, Pierre Gripari, Alphonse Daudet, enfin des livres pour enfants. Mais Raymond Queneau, ça m'a donné un peu lire ça m'a vraiment fait comprendre que avec des mots, on peut tout changer et l'histoire se transforme. Et donc, j'ai eu envie de faire le portrait d'Elisabeth en alexandrin. Voilà, donc je vais vous faire mon portrait d'Elisabeth en alexandrin. À l'époque, j'habitais Tours, Mexico, sur les Olympiades. Donc c'est pour ça que je vais dire « Du haut de Mexico, sombre et fière enceinte, l'enfant que j'étais, libre de toute crainte, quitta ses noirs remparts pour franchir le seuil d'or, où Julliard enfermait son plus noble trésor. C'est là qu'Élisabeth, souveraine des pages, m'offrit de grands quenaux les divins héritages. Livre providentiel, sublime et prompt secours, qui changeait en 100 voix le destin d'un autobus. Elle me fit voir là, par ce don mémorable, que la langue s'étire et devient implacable, et qu'un même récit sous des cieux différents peut armer les faibles ou foudroyer les grands. Plus tard, abandonnant les ligues de Rennes, Fayard, le Seuil, superbe et lourd de chêne, elle voulut régner sous son toit suspendu, pour rendre au texte son empire perdu. Elle fut la boussole, la main et la loi, guidant le bras de Fabre et dictant sa foi. Mais le destin cruel dont la haine s'enflamme au printemps 26 a ravi cette âme. Tremblez, froids écrivains, pleurez, pâles rivaux. Le tombeau a fermé le destin de ces mots, mais de son passage long et de sa gloire éteinte, il nous reste l'orgueil d'une immortelle empreinte. Mais oui. Mon coup de cœur. En alexandrin. En alexandrin. Voilà. Mais ton coup de cœur nous montre à quel point le point de vue est extrêmement important dans l'écriture. Le point de vue crée l'objet, comme dirait Ferdinand de Saussure. Et tout est une question de point de vue, paraît-il. Alors moi, mon coup de cœur, en fait, c'est vous. Parce qu'en fait, je ne vous connaissais pas, enfin j'avais entendu parler de vous, mais la rencontre avec vos livres ne s'était pas faite. Et donc, elle finit par se faire. Donc j'ai cherché, j'ai pas la prétention d'avoir tout lu ce que vous avez écrit depuis qu'on vous a invité. Mais en tout cas, j'ai cherché. Et je suis tombé sur des extraits qui m'ont énormément parlé, énormément touché. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire simple. Je vais lire des extraits de vos textes qui m'ont touché. Et je trouve que j'ai lu à plusieurs reprises l'expression de poète du quotidien sur votre travail, et je trouve que cette expression est adaptée. Voilà. Donc je vais commencer par vous lire un court extrait de « J'aimerais revoir Callaghan ». Je regarde Callaghan, sous mes yeux, il est redevenu lui, et je ne sais pas ce qui me rend heureux. Le voir ou simplement me rendre compte qu'il n'est pas perdu, qu'il est toujours parmi nous, qu'il sera encore là pour alimenter mes rêves. Plus tard, ces rêves changeront. Et puis, quand ils ont tous fait leur petit bonhomme de chemin dans l'espace et dans le temps, ils retournent toujours au démarrage, dans le grand internat où, quand je ferme les yeux parfois encore, je les entends. Photo volée. À une époque,
j'aurais donné n'importe quoi pour qu'elle s'endorme sur mon épaule. J'aurais senti son parfum, ses cheveux, et puis bien sûr son odeur, la sienne à elle. Aujourd'hui, il ne me reste presque rien de tout ça. Pourtant, nos coups de fil et les rares fois où nous nous verrions pendant l'année qui arrivait seraient probablement les seuls instants où je me sentirais vivant, où je n'aurais pas peur de mon ombre et de ce qui m'arriverait demain. Encore un extrait de J'aimerais revoir Callaghan. Il avait beaucoup bougé dans sa vie, et c'était une sacrée différence entre lui et moi. J'avais fait pour ainsi dire qu'attendre la suite dans ma vie. Et jusqu'à présent, dès que j'avais une chance, ça ne se terminait pas bien. Je vais rentrer chez moi. La mort est quelque part dans le code couleur, pas à l'affût, mais dans une sorte de possibilité diffuse. Elle est à portée de nous, pas ici, pas là, mais là. Quand on la voit, on voudrait la congédier d'un coup d'épaule parce qu'on a des choses à faire, on a un ami à voir. Et un dernier extrait de J'aimerais revoir Callaghan à nouveau. Pourquoi les premières fois restent-elles si longtemps dans une vie ? Est-ce à cause des faux départs ou bien à cause des vrais ? Merci. Merci à vous. Merci. J'ai un bon souvenir sur ce livre avec Elisabeth, justement, c'est parce que Callaghan, ouais, il m'avait donné un prix en Alsace et je lui avais dit non mais Elisabeth viens pas, enfin franchement elle était venue, elle était repartie le soir même juste pour être là et j'avais trouvé, c'était un prix, c'était pas le concours, hein, mais elle avait fait l'aller-retour dans la journée pour ses auteurs, comme elle disait. Je m'étais dit, la vache, quand même, j'étais presque gêné, parce que malgré tout, genre, Paris-Mulhouse, Mulhouse-Paris, c'est quand même pas enthousiasmant dans la journée, quoi. Voilà. Oui. Ouais. Non, c'était elle, ouais, c'était elle. Elle adorait ses enfants, ses trois fils, et ses auteurs aussi, c'était ses bébés. Oui, elle comptait pas. Elle donnait, elle comptait pas. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est quand même pas tout le monde comme ça. Ouais. Si je peux raconter très sincèrement, le dernier livre que j'ai sorti en janvier s'appelle La jeunesse et un cœur qui bat. Elle n'a pas réussi à le placer. Moi, je l'ai donné à une éditrice qui l'a sorti. Et donc, elle était un peu triste. Mais ça, comment c'est possible avec toute ton œuvre de ne pas réussir il voulait un roman. Là, c'était un truc... c'était comme j'ai été prof d'anglais, je lui racontais mes histoires, elle me disait donc c'est vraiment un livre que j'ai écrit en pensant à elle, parce que c'était son livre. Et donc, c'était un échec qu'elle ne puisse pas le donner à qui elle pensait. Voilà. Et donc ce livre, je l'ai pensé à elle et j'ai regretté que j'ai juste mis un mot sur les exemplaires que je lui ai filés, etc. J'aurais dû le lui dédier parce que elle m'a tellement écouté raconter des histoires de fous qu'on voit dans les bahuts. Elle me disait, il faut vraiment que tu racontes ça, etc. Que, voilà. Et on devait se revoir. Hein. On s'était donc un peu pas frité, mais enfin, elle était triste, quoi, puis un peu fâchée. Et puis, on s'était parce que c'était, voilà, comme ça. Et on devait se revoir, mais on s'est pas revus, voilà. Et j'étais content de l'avoir écrit, mais c'était dans ma tête, c'était pour elle. Et voilà, et ça s'est pas passé comme ça aurait dû. Ça s'appelle comment La jeunesse et un cœur qui bat. Et c'est quoi l'histoire la plus dingue que tu aies vécue dans un... franchement, il y en a des centaines. Tu sais, on dit la réalité dépasse la fiction, c'est vrai. Oui. Donc, tu peux pas... La réponse facile, ce serait faut lire le livre, mais tu peux pas tout raconter, parce qu'il y a des choses qui sont tellement affolantes que tu peux pas les dire. Tu es obligé de choisir les choses qui sont encore vraisemblables. Voilà. D'accord. Et donc, je lui ai raconté ça, elle se marrait, elle disait, c'est incroyable, etc. Et comme elle est devenue prof, mais dans un autre contexte, hein, je pense avec des élèves plus faciles, on va dire, et je pense qu'elle avait aussi une attirance pour l'enseignement, pour la transmission, voilà. Mais c'est un petit peu un regret que j'ai, parce que j'aurais vraiment aimé que ce livre que j'ai écrit en pensant à elle, ça soit pas elle qui s'en soit occupée finalement. Voilà.
Enfin, je suis content. Au moins, il est là. Et, oui, il est là. Non, puis je suis content qu'il soit publié. Et voilà, hein, ça c'est très très bien. Hein. Le travail a été fait, ok, mais c'est ça aussi qui m'a. Voilà, j'y pensais, quoi. C'est une petite histoire, hein, ça n'a rien d'important, mais... Non, mais enfin, c'est grâce à elle. Voilà, c'est ça, parce que j'y allais, tu comprends, un livre de... J'en aime pas les profs, c'est un boulot, etc. Ils sont toujours en train de se plaindre, ils répètent toujours les mêmes choses d'année en année, qu'ils sont mal payés, que c'est fatigant, avec toutes les vacances qu'ils ont, etc. Donc, j'hésitais à l'écrire, j'ai beaucoup tardé, parce que c'est mal vu, surtout quand tu es écrivain, soit tu es journaliste, soit tu es prof, mais généralement c'est les journalistes qui ont le dernier mot en disant les bouquins de prof, merci, tu vois. Voilà, ça c'est un petit peu mon regret. Et tu avais toute ton œuvre avant. Voilà, donc, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà. Bah super, ça me donne envie de l'acheter. Bah écoute, voilà. Et je te remercie, Dominique. C'est moi, et puis je trouve que c'est chouette de célébrer la mémoire d'Elisabeth, parce que c'était vraiment quelqu'un d'important pour plein d'auteurs, et pour évidemment sa famille, ses enfants, mais aussi pour une idée d'être ensemble et de la littérature, quoi. Voilà. Et on n'hésitera pas dans Page Vive à rendre des hommages comme ça. Oui, et... Qui nous tiennent à cœur et qui surtout ont joué un rôle important dans les livres et les mots. Ouais. Et Jean-Pierre Perrin et Claire Castillon aussi laisseront un petit mot. C'est super, c'est vachement. Voilà, par rapport à Elisabeth, dont ils étaient les auteurs. Elle a publié plus de 600 auteurs, donc c'est ça. On ne peut pas tous. Oui, ça serait un petit peu long comme émission là. En revanche, voilà, je trouve que c'est normal de voir plusieurs aspects, parce que c'était une femme à multiples facettes, prof à la fin de sa vie, éditrice, et même, paraît-il, qu'elle comptait maintenant écrire. Oui, je crois aussi que elle a fait des livres, elle a fait, comme on dit maintenant... Ghostwriter, oui, c'est ça, elle a fait déjà ça, mais je pense que c'était un peu alimentaire, mais elle voulait vraiment, je crois qu'elle avait vraiment ça en tête aussi, oui. Elle m'en avait un peu parlé, je le sentais, quoi. Ça se sentait bien. Voilà. Ouais, écoute... Merci Dominique. Merci beaucoup. Hein. Merci bien à vous. Merci à toi, et merci à vous tous. Et rendez-vous rapidement pour une prochaine édition de Page Vive. Et merci au studio Capta Vidéo pour leur accueil et pour la captation. Je vais vous lire maintenant un texte de Jean-Pierre Perrin, qui est un journaliste, écrivain et correspondant de guerre. C'était un ami d'Elisabeth et ils ont travaillé ensemble. Bonjour, ce n'est pas très facile de parler d'Elisabeth. Elle était une personnalité tellement rayonnante que les mots, quand on les prononce, semblent un peu vides, un peu creux. En tout cas, ne rendent pas compte de sa présence, de sa chaleur, de sa gentillesse et de sa capacité à vous écouter, à vous entendre et à ne pas vous juger. J'ai fait la connaissance d'Elisabeth il y a une quinzaine d'années. Elle m'avait sollicité pour réécrire un roman, et le récit que je lui ai fait est absolument terrible sur la Syrie. J'imagine qu'elle a bataillé un peu pour l'imposer à Fayard. À ce moment-là, elle était la directrice littéraire de la très belle collection à couverture blanche. Puis nous sommes devenus amis. Elle a édité mes 2 autres livres. Ce sont parmi mes 3 meilleurs ouvrages. Et je suis tellement heureux de les avoir faits et écrits avec elle. Le dernier, qui parle de la chambre d'Orwell, était une idée à elle, après avoir lu le reportage que j'avais écrit et qui en parlait. Elle a eu l'idée de me pousser à l'écrire. Elle m'a accompagnée pendant toute l'écriture jusqu'au bout. Voilà pour ces mots, peut-être maladroits, mais avec toute ma sincérité. Je peux dire que j'ai aimé Elisabeth d'un grand amour. Oui, c'est ce que je crois. Et ça s'est interrompu en cours de route. Oui, d'un grand amour, un amour d'écrivain pour son éditrice préférée, d'un amour, d'un ami pour une amie. On sait qu'on peut compter sur elle. Merci Elisabeth pour avoir été à mes côtés. Et tout simplement comme tu étais toi-même. Et nous allons maintenant écouter l'autrice Claire Castillon, qui a beaucoup travaillé avec Elisabeth et qui souhaitait lui dire un mot à propos d'elle et de leur relation. Ce que faisait Elisabeth, c'est qu'elle m'agrandissait. Et j'ai toujours eu l'impression de ça quand je la retrouvais pour se voir, pour parler de tout, mais à la fin, on parlait toujours des livres.
Même quand elle n'a plus été mon éditrice, c'était quand même la première. Je lui ai très souvent fait lire mes manuscrits avant mes éditeurs, parce que son regard était total. Je savais qu'elle ne laisserait rien passer, je savais qu'elle était très difficile, et c'est ça que je voulais comme lecture. Quand je suis allée la voir à l'hôpital, ce qui m'a fait sentir si petite, c'était vraiment ça. C'est que j'avais perdu, avec son départ, cette faculté à être agrandie. Voilà. Et quand je l'ai vue comme ça, finalement plus faible que moi pour la première fois, je me suis ratatinée parce que c'était pas possible en fait, et qu'il y avait toujours ce feu, ce souffle mêlé à cet accueil qui faisait que quoi qu'il m'arrive, j'appelais Elisabeth et j'avais la solution assez claire, soit avec ironie, soit avec vérité, soit avec cynisme, un cynisme qu'on partageait. C'était vraiment à la fois une amie, une éditrice et un remède, mais un remède à tout, hein, même pour la vie, pour tout. Alors je l'ai disposé à côté de mon bureau sous forme de petit mausolée. J'ai placé un porte-livre qu'elle avait offert à ma fille à sa naissance et qui porte la lettre Z, parce qu'hélas on a perdu la lettre A, un porte-livre en bois de Peter Rabbit. Et puis j'ai posé un dernier verre au bar sans nom de Don Carpenter qu'elle m'a offert en venant déjeuner à la maison. Et puis bientôt, il y aura la photo de son appartement, parce que j'aimais bien y aller et que je sais que j'ai besoin que la photo soit là, avec la sienne, je pense. C'est une démarche que je n'ai jamais fait pour personne. L'autre fois, je lui ai dit, allez, s'il vous plaît, faites-moi un signe. On se vous voyait, elle disait toujours, je vous vois mes auteurs, donc on s'est jamais tutoyé. Et on se parlait pourtant de vraiment tout. Et je lui ai demandé de me faire un signe, et c'était drôle parce que c'était juste avant d'entrer dans une chapelle. Et dans la chapelle, j'ai relevé les yeux vers la première statue en regardant qui c'était. J'ai vu Santa Elisabetta. Je me suis dit, ah ben voilà, allez, je le prends pour un signe. Elle me manque tout le temps, mais moins frénétiquement qu'au début. Au début, c'était vraiment un désespoir et une perte absolue et terrible. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de l'avoir absorbée, avalée, et que sa puissance était si bonne et si forte qu'elle m'en a laissé une partie en fait. Et quand je travaille, je pense à elle, et quand je rigole, je pense à elle, et quand j'ai envie de la voir, je pense à elle, et je suis bien. C'est drôle, l'autre fois, je sentais son odeur. À une époque, elle a mis Miss Dior. Je me suis dit que j'irais le sentir un de ces jours. Je me souviens qu'une autre fois, il y a eu... c'était un parfum de Serge Lutens que quelqu'un lui avait offert. Il y avait T-H-E accent aigu dans le nom. Et c'est bizarre comme les effluves remontent, et en fait, voilà, elle peut pas être un souvenir, c'est pas possible, mais j'aurais tellement voulu lui dire à quel point je l'adorais, donc je le lui ai dit sur son lit d'hôpital. Je l'ai senti si fort, enfin, c'était pas possible en fait de l'avoir arrêté, de l'avoir sans vie en fait. Donc voilà, je pense que sa vie est partout dans ses auteurs, et voilà. L'autre soir, j'ai dîné avec son fils Alan. Et c'est marrant parce que je la cherchais dans son visage, je regardais son sourire, pourtant il a sa propre valeur lui-même, mais j'étais avide de la retrouver dans ses traits, de l'avoir lui présent là.